Bonjour, je m'appelle Michael Plassier, je suis l'auteur de la pièce de théâtre L'Enfant maudit, qui sera produite par la compagnie de Lactalia le mardi 12 mai 2026 à la salle des concerts du Mans. Mais cela ne s'arrêtera pas là, puisque les deux comédiens principaux, que sont Philippe et Louis Corbet, partiront cet été dans le cadre du Festival Off d'Avignon, où ils joueront pendant un mois, du 7 au 25 juillet, au théâtre de l'Atelier 44, en plein cœur de la Cité des Papes. Par le plus grand des hasards, j'ai écrit cette pièce il y a exactement 30 ans, en 1996. Je l'ai jouée 2 fois, en avril 1997, puis je suis passé complètement à autre chose. Néanmoins, la pièce avait été éditée et la médiathèque de la ville du Mans en avait fait l'acquisition sans que je le sache. Et ce n'est que 20 ans plus tard que j'ai reçu un appel de Lactalia qui avait emprunté le texte à la médiathèque et qui souhaitait me rencontrer pour la créer. Bon, c'est ainsi qu'une première production avec Philippe Corbet et Paul Coinon a vu le jour en 2017 au Caveau 105 du Vieux-Mans, dans une mise en scène d'Evelyne Perlinsky. Puis une reprise l'année suivante, toujours avec Philippe Corbet, mais Maxime Pichon qui jouait à ce moment-là le rôle de Joachim. Ainsi, cette année, 30 ans après l'avoir écrite, donc 10 ans après la première création, eh bien, la pièce va être reprise une 3e fois au Mans et à Avignon, avec Louis et Philippe Corbet, toujours dans une mise en scène d'Evelyne Perlinsky. Il est quand même à noter que père et fils dans la vie vont se retrouver père et fils sur scène, ce qui apportera très probablement beaucoup à cette nouvelle création. En fait, je suis un humaniste et de par cette caractéristique, je m'intéresse à la nature humaine, dans ce cas-là, tout à la fois de plus admirable, d'exceptionnel, mais aussi de plus méprisable, de plus détestable. Et à l'âge de 10 ans, j'ai visité avec mes parents le village d'Oradour-sur-Glane, et j'ai été littéralement choqué et marqué par ce que j'ai découvert, mais aussi parce que j'ai pu imaginer, en suivant le guide conférencier qui nous a accompagnés dans cette terrible visite. Et j'entends encore sa voix, j'entends encore la description qu'il a fait du massacre des femmes et des enfants dans l'église, des hommes, et en tout, c'est quand même 642 victimes innocentes qui, quelques jours après le débarquement, puisque le drame d'Oradour a eu lieu le 10 juin 1944, alors que le débarquement a eu lieu le 6 juin, et j'ai été profondément marqué par l'histoire de ce village et le fait que les ruines soient restées intactes, que le temps se soit suspendu comme ça. Alors j'avais déjà entendu parler de l'histoire d'Oradour, puisque une de mes camarades de classe avait amené ce livre, qui est le livre officiel de l'histoire d'Oradour. Et en rentrant de vacances avec mes parents cette année-là, nous passions dans le Limousin pour regagner La Rochelle, et j'ai insisté pour que l'on s'arrête et pour découvrir Oradour. C'est à partir de là que j'ai approché l'histoire du nazisme, même si j'avais déjà été marqué en 1978 par la diffusion de la série Holocauste. Alors j'avais 7 ans, ça avait été diffusé dans le cadre des dossiers de l'écran qui, à l'époque, étaient diffusés par Antenne 2. Donc cette série avec Meryl Streep, mais également j'avais été marqué par un film que mes parents
m'ont fait découvrir, qui est Le Vieux Fusil de Robert Enrico, avec Philippe Noiret et Romy Schneider. Alors, bien entendu, l'écriture de L'Enfant Maudit est venue bien après, mais mon travail de documentation sur cette époque et sur cet épisode de l'histoire, triste épisode, eh bien, s'est opéré, s'est déclenché avec cette visite. Alors, le véritable déclenchement de l'écriture de la pièce, ça a été la découverte du film de Spielberg, la liste de Schindler. Alors jusqu'ici, j'avais déjà écrit plusieurs spectacles, mais uniquement des adaptations, et notamment le journal d'Anne Frank, mais c'était pour moi la première pièce originale sur laquelle je me penchais, et il m'a semblé naturel que j'aborde ce sujet, même si mon entourage était sceptique face à ma démarche de littéralement essayer d'entrer dans la tête, puis dans la peau d'un officier nazi. J'ai beaucoup lu, je me suis énormément documenté, notamment avec les livres de Christian Bernadac ou les témoignages des victimes du nazisme. Et la pièce est donc née de ce long cheminement. Alors le personnage de Wilhelm Dönitz est une synthèse des 21 dignitaires nazis du procès de Nuremberg. Alors je l'ai appelé Dönitz parce que j'ai repris le nom de famille de manière volontaire, le nom de famille de Karl Dönitz, qui faisait partie de ces 21 dignitaires, qui a été lui aussi jugé à Nuremberg. Il n'a pas été condamné à mort, il a été condamné à la prison. Mais j'ai voulu reprendre ce nom symbolique parce qu'il a été nommé par Hitler comme étant son héritier direct. Donc voilà, je trouvais intéressant de reprendre ce nom qui finalement n'est pas très très connu du grand public. Et donc j'ai également la chance d'avoir l'intégralité des transcriptions du procès. J'ai beaucoup travaillé sur les dépositions de Göring, Keitel, Jodl, Kaltenbrunner, et donc à la fois des militaires, mais également des représentants de la société civile comme Streicher, qui était à la tête d'un journal antisémite, Der Stürmer, comme Baldur von Scherer, qui était responsable des jeunesses hitlériennes, et également les mémoires et les dépositions du commandant d'Auschwitz, Rudolf Höss. Mais je me suis également penché sur les livres des psychiatres, Léon Goldensohn et du psychiatre américain Gustav Gilbert, qui ont suivi de manière quotidienne l'ensemble des 21 prisonniers à Nuremberg. Et ces deux spécialistes sont arrivés à la même conclusion, que le point commun entre tous ces hommes, c'est une forme assez exceptionnelle d'auto-centration sur eux-mêmes, d'auto-satisfaction, et surtout une absence totale d'empathie. Quand j'ai imaginé Wilhelm Dönitz, je ne voulais pas en faire un monstre au sens caricatural du terme. Ce qui m'intéressait, c'était précisément le contraire. Un homme, d'abord, tout ce qu'il y a de plus normal, de plus commun, capable de parler avec calme, de raisonner, de construire un discours qui a une apparence cohérente et qui pourtant conduit à l'inacceptable. Wilhelm, c'est la figure de l'idéologie, quelqu'un qui a choisi, qui a adhéré et qui, même confronté à sa propre chute,
à son emprisonnement, à son enfermement, ne renonce pas. Alors ce refus de la culpabilité le fige. Alors il est tragique au sens théâtral du terme, parce qu'il ne peut plus évoluer. Son esprit, son raisonnement ne peuvent pas aboutir à une forme de rédemption. Il a vécu comme une espèce de fantasme, et ce fantasme est devenu sa propre prison dans laquelle il s'enferme, même encore plus que dans sa propre cellule. Dans son rapport à Joachim, cette rigidité, elle devient intime. Et c'est ce qui la rend insoutenable pour son fils. Et j'espère aussi pour les spectateurs de la pièce. Wilhelm est un père qui ne sait pas aimer autrement qu'à travers son idée complètement abstraite du monde et de l'ancien monde que représentait le Troisième Reich. Il a sacrifié l'humain à un système, et il ne comprend même pas ce qui a fini par le perdre, en quelque sorte. Pour moi, cela rend le personnage plus repoussant encore. Il ne se voit pas, lui, comme un homme sans cœur, mais comme un homme fidèle à ses principes et droit dans ses bottes. En quelque sorte, Joachim, c'est moi. En tout cas, ce qu'il dit dans la pièce, c'est probablement ce que j'aurais dit à l'un d'entre eux si j'en avais eu un en face de moi, et si j'en avais eu l'occasion. Alors Joachim est né dans les conséquences des principes exposés par son père tout au long de la pièce. Il n'a rien choisi, et pourtant il porte l'héritage énorme de l'histoire que nous connaissons, l'histoire du Troisième Reich, qui s'est associé, presque vulgairement, presque accouplé à l'histoire de son propre père, et par ricochet à sa propre histoire. Moi, je vois Joachim comme une conscience en lutte, parce qu'il cherche à comprendre son père, alors non pour l'excuser, jamais, surtout pas, mais plutôt pour se libérer de lui. En fait, toute la pièce, c'est comme si on assistait à une séance d'exorcisme terrible. Sa colère est réelle, sa honte aussi. Mais il y a en lui quelque chose de plus douloureux encore, c'est l'impossibilité d'effacer totalement l'amour filial, l'amour qu'il porte à son père. Cette ambivalence me semblait essentielle parce que justement elle est profondément humaine, comme malheureusement tout le reste. Alors si Wilhelm est la voix d'un passé criminel qui s'affirme encore légitime, Joachim, lui, il incarne la possibilité d'une rupture et d'un extrême espoir pour que cela ne se reproduise pas. Et c'est pour ça que cette pièce est malheureusement ancrée dans la réalité d'aujourd'hui. Bien entendu, c'est une pièce qui rend indirectement hommage aux victimes, mais je la veux avant tout comme un plaidoyer contre toute forme de totalitarisme. Alors Joachim nous prouve que
que cet héritage n'est pas une fatalité et que l'on peut, qu'on doit s'en extraire. On doit s'en extraire. Alors cette liberté, cette libération plutôt, elle a selon moi un prix, c'est celui d'être en quelque sorte justement cet enfant maudit, d'être marqué à vie. Alors non pas parce qu'il est coupable, parce qu'il est coupable en rien, mais parce qu'il doit vivre toute sa vie avec une origine qu'il n'a pas choisie, comme chacun d'entre nous doit être en mesure de se souvenir de toute cette histoire, de cette mémoire, et c'est aussi un héritage avec lequel nous devons vivre, mais dans un unique objectif, c'est que ça ne se reproduise pas. Alors, il y a 80 ans, se terminait le procès de Nuremberg avec ce formidable espoir au bout des lèvres du procureur américain Robert Jackson. Mais quand on assiste à ce que nous vivons encore aujourd'hui, je me rends compte que, mais cela n'engage que moi, que l'homme est bien con et qu'il a la mémoire courte. Quand j'ai confié ma pièce à la compagnie de Lactalia, je tenais à ce que leur lecture, puis leur mise en scène n'accorde au personnage du père, donc de Wilhelm, absolument aucune compassion. Il ne faut pas que ceux qui assistent à la pièce puissent, selon moi, avoir la moindre compassion pour eux. Après, chacun fera son propre chemin, son propre cheminement, mais en ce qui me concerne, cela n'engage que moi. Je ne pardonne pas à ces gens-là, à aucun d'entre eux. Il y a une réplique clé dans la pièce que je ne peux pas révéler, et c'est cette réplique fondamentale qui, je l'espère, amènera chaque spectateur à lui refuser le pardon.